Salut l'équipe, aujourd'hui on se fait un clutch un petit peu spécial puisqu'on change de studio mais on change aussi de format. On va pas parler trop de Paris, on va surtout parler avec une légende du basket français, un ancien international aux 230 sélections, champion d'Europe, formé à Pau. Vous avez... Je suis arrivé à 15 ans, avant Mike, donc ça a été très compliqué parce que je sortais de ma Guadeloupe, je laissais mes frères et sœurs en Guadeloupe, ma famille. Tous les week-ends, quand tu vois tes coéquipiers partir en famille, toi tu restes au centre de formation. Ça a été des moments très compliqués, mais des moments aussi qui m'ont permis aussi de grandir et ce qui m'a permis aussi de me forger un mental à toute épreuve. Salut Florent Pietrus, merci d'être avec nous sur la Wina TV. On est ravis que tu puisses venir un petit peu pour cette longue interview. Je te préviens, elle va être longue l'interview parce que j'ai plein de choses à te demander. J'ai du temps, donc merci de m'accueillir. La première chose, j'ai envie de te dire, on se connaît depuis longtemps, nous on jouait en jeune l'un contre l'autre, enfin c'est surtout toi qui joues contre moi. Qu'est-ce que tu deviens? Ça fait un petit moment maintenant que tu es retraité des parquets, qu'est-ce que tu deviens? Écoute, je vais déjà super bien. Je profite de ma retraite, c'est vrai que on était en pleine activité, on n'a pas souvent l'occasion de profiter de la vie. Aujourd'hui, je peux me le permettre de vraiment profiter de la vie, faire des choses qui me plaisent, voyager, rencontrer du monde aussi. Donc voilà, c'est plutôt une vie que, pour l'instant qui me convient très bien. Je sais qu'en parallèle de cette nouvelle vie, de cette retraite, tu as aussi passé des diplômes pour rester dans le basket. Ouais, effectivement. Donc j'ai passé il y a 2 ans mon diplôme d'entraîneur. Et après, j'ai passé mes diplômes de directeur sportif. Parce que pour moi, c'est super important déjà de savoir comment réfléchir un coach. Donc voilà, avant de prendre des décisions, parce que dans le futur, j'aimerais vraiment devenir directeur sportif, faire partie d'une structure et voir surtout des projets grandir. Donc avant tout ça, j'ai voulu, comme je te l'ai dit, savoir comment se passe un entraînement, savoir comment se prépare un match, comment se prépare la causerie de match. Donc voilà, c'était super intéressant. J'ai été diplômé de mon diplôme d'entraîneur et de mon diplôme de directeur sportif. Quand on est un ancien joueur comme toi, de très haut niveau, qui a connu tout ce que tu as connu, devenir un coach ou un directeur sportif, ça facilite un petit peu les choses quand tu parles avec des clubs? Ouais, bien sûr, parce que on sait ce qui se passe sur le terrain. Et j'ai été pendant plus de 20 ans sur le terrain, donc je sais comment réfléchir un joueur, je sais vraiment comment ça se passe et anticiper les choses. Je pense que quand tu es directeur sportif, tu as cette capacité de voir les choses, anticiper les choses, des réactions de joueurs qui te paraissent pas normales. Donc je pense que c'est super important d'avoir un directeur sportif qui a été sur le terrain et surtout à la place des joueurs. Donc tu as un diplôme de coach, un diplôme de directeur sportif. Tu as choisi entre les deux ou tu veux être directeur sportif ou coach? Ouais, je pense que directeur sportif, je pense que c'est surtout ce côté aussi de voir un projet grandir, de faire partie d'une institution. Et surtout ouais, je pense que j'ai aussi besoin de stabilité. C'est vrai que même si j'adore partager, j'adore retransmettre mon vécu, mon expérience, je pense que c'est ça, pour moi, en tout cas, ce côté un peu de stabilité, c'est ce que je recherche aussi. Revenons un petit peu sur ta carrière, ta longue et belle carrière. J'ai eu la chance de voir à tes débuts. Justement, elle commence à Pau. Tu arrives des abîmes de la Guadeloupe et tu arrives à Pau, qui à l'époque est le plus grand club de France. Raconte-nous comment ça se passe un petit peu. Écoute, c'est grâce à notre grand frère, Ronnie Coco, qui était à Pau juste avant nous. Donc c'est grâce à ce... Quand tu dis nous, c'est toi et ton frère, évidemment. Mon frère Michael. Et moi, bien évidemment. Donc voilà, c'est Ronnie qui a parlé justement à Pau de nous, et je suis arrivé à 15 ans, avant Mike. Donc ça a été très compliqué parce que je sortais de ma Guadeloupe, je laissais mes frères et sœurs en Guadeloupe, ma famille. Et quand je suis arrivé à Pau, même si j'étais super bien accueilli, il y avait ce manque familial qui était présent. Mais en partant, je savais pourquoi je partais. Donc même s'il y avait des moments très compliqués, tous les week-ends, quand tu vois tes coéquipiers partir en famille, toi tu restes au centre de formation, ça a été des moments très compliqués, mais des moments aussi qui m'ont permis aussi de grandir, et ce qui m'a permis aussi de me forger un mental à toute épreuve. Ça va très vite finalement, quand tu arrives à Pau, tu es en cadet, tu es en espoir et très vite tu arrives chez les pros. Tu fais des matchs chez les jeunes où tu es tout de suite au-dessus. Je me souviens d'une finale de Coupe de France face à Limoges où tu mets 20 points, 20 rebonds, un truc comme ça. Non, 27 points,
27 points, 28 rebonds. Autant pour moi. Ouais, ça compte, ça compte. Voilà, donc très vite chez les jeunes, tu domines, tu passes aussi chez les espoirs un petit peu plus tôt et tu arrives le plus naturellement chez les pros. Et la particularité à Pau, c'est que quand tu arrives chez les pros, c'est une équipe qui va être championne de France, c'est une équipe qui vise le top 16 en Euroleague. Donc en fait, si tu veux jouer, c'est pas une histoire de on met les jeunes, si tu dois jouer chez les pros, c'est parce que tu es efficace. Ouais, je pense que c'était super important. Déjà, on est tombé dans un club qui avait déjà cette culture de la gagne. Donc, dès notre plus jeune âge, on a été cultivé par ça, par des entraîneurs aussi qui cherchaient la performance. Donc, en étant à Pau, je pense que ça a été super facile pour nous parce que on était déjà dans l'ambiance où il fallait gagner tous les matchs. Donc, quand je suis arrivé avec l'équipe première, j'étais déjà conditionné à gagner. Même si je sais que mon vécu et ce que j'ai vécu quand j'étais adolescent m'a aidé aussi à en vouloir un peu plus. Mais quand tu arrives dans un club comme Porantez, il n'y a que la gagne. Même si on est jeune, ça ne compte pas, quoi. Donc voilà, ça a été un bel apprentissage et ça nous a justement construit tout au long de notre carrière. Chez les pros, quand tu arrives, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a marqué, qui t'a donné des conseils ou à l'entraînement, avec qui tu te tirais la bourre, qui t'a aidé à te développer plus vite? C'est plusieurs, il y a plusieurs étapes. Déjà, le numéro 11. Le numéro 11, je l'ai choisi parce que quand j'étais en Guadeloupe, je regardais les finales de Port-Orthez et j'avais remarqué le numéro 11. Et le numéro 11, c'était Antoine Rigaudot. Et je me suis dit, waouh, c'est qui ce joueur? Pas tout à fait le même style que toi. Pas du tout, pas du tout. Donc, du coup, quand je suis arrivé à Pau, je me rappelle du Final Four contre Bologne, où il marquait en prolongation tous les points de Pau. Et je me suis dit, ouais, ce joueur, il est magnifique. Donc voilà, quand il est parti justement à Bologne, j'ai récupéré le numéro 11 en honneur d'Antoine Rigaudot. Donc le numéro 11 m'a plutôt porté chance. Mais c'est vrai que Antoine Rigaudot, ça a été pour moi un joueur que j'ai admiré quand j'étais petit. Et sur ton poste, à l'entraînement, sur les gens que tu as pu croiser, des gens plus vieux que toi? Oui, hein, encore une fois, hein, on a appris plus vite que les autres, les frères Gadou, notamment Thierry, parce qu'on partageait le même poste. C'est vrai qu'il y a eu cette particularité à Pau. À un moment donné, sur la feuille de match, il y avait les frères Gadou et les frères Pietrus. C'est assez rare quand même. Non, c'est assez rare. C'est vrai que c'était quelque chose de magnifique. Après, c'est aussi le fruit de notre travail. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup appris parce que avec les frères Gadou, avec Freddy Photox aussi. Donc voilà, ils nous ont appris le métier des fois à nos dépens parce que je me rappelle d'une action où on faisait un passé va et je regardais pas la balle. Et Didier Gadou me l'a mis en pleine tête, quoi. Et je peux te dire, à chaque fois que je coupe, et je regardais la balle notamment. Donc, c'est des choses comme ça qui te font apprendre parce qu'il y a des joueurs d'expérience et que tu dois aussi écouter. Donc voilà, je le remercie du ballon dans la tête parce que grâce à ça, j'ai pu apprendre plus vite, quoi. Comme quoi, prendre un ballon plein de poire, ça peut aussi faire apprendre rapidement les choses. Non, je sais. Après je sais que c'est pas fait exprès. C'est juste pour me dire, hey, quand tu coupes, regarde la balle, quoi. Donc voilà, après, on était encore une fois dans une équipe où cette culture de la gagne était présente même à l'entraînement. Donc c'était tout à fait normal pour nous d'être, quand tu arrives à l'entraînement et quand tu arrives en compétition, de performer et jamais rien lâcher. Très vite, c'est les titres de champion de France, c'est les Coupes de France, c'est les matchs d'Euroleague de très haut niveau chaque semaine. C'est quoi ton meilleur souvenir collectif à Pau? Meilleur souvenir, il y en a eu beaucoup. Je pense que notamment avec notre première saison où je me rappelle très bien, le président il avait dit c'est une saison de transition parce qu'on intégrait mon frère, moi, Arthur Drosdorf et Boris Dio. Qui est arrivé de l'INSEP. Qui est arrivé de l'INSEP. Donc c'était vraiment une saison pour eux de transition. Sauf que ces 4 jeunes-là, ils étaient morts de faim et on a déjoué tous les pronostics. On a gagné le titre de champion de France contre l'Asvel. À l'Asvel. Ouais, à l'Asvel. Donc ça restera pour moi le début d'une grande aventure parce qu'on a montré qu'on faisait confiance aux jeunes. Les jeunes pouvaient répondre. La vraie confiance aux jeunes, là pour le coup. Ouais, là c'était la vraie confiance. On vous a mis sur le terrain, on vous a donné des responsabilités. Ouais, je pense que c'est important aussi justement pour les supporters aussi, parce qu'ils s'identifient aussi à nous. On était très jeunes. Donc, nous voir aussi sur le terrain et nous voir aussi gagner avec notre club formateur, pour eux, ça leur parle. Et je pense que c'est important d'avoir cette identité. Si on a des jeunes au centre de formation, pour les gens qui viennent chaque week-end voir les matchs, je pense que c'est important qu'ils s'identifient à des joueurs qui ont vu grandir. Et je pense que ça se perd aussi
de plus en plus dans les clubs en France parce qu'on a des jeunes de talent et les voir partir, c'est vrai que ça me fout un peu les boules parce que je me dis, on a tellement de jeunes, la plupart des jeunes, ils partent à l'étranger parce qu'ils n'ont pas la confiance des clubs formateurs et je pense qu'il y a une vraie réflexion à se faire. Quand tu vois le Pau La Cortèze aujourd'hui, toi qui as connu le grand Pau, ça a duré depuis les années 80, on s'en souvient, 90-2000. Quand tu vois aujourd'hui comment le club est géré, dans quel état est le club, on rappelle que le club est en Pro B. Quelle lecture tu as de ce qui se passe là-bas? Moi, je suis triste. Je suis triste parce que c'est pas du tout le club que j'ai connu. Je pense qu'il y a une malgestion aussi en interne, même si de l'extérieur, on peut pas trop juger vraiment ce qui se passe, mais j'ai une vision plutôt assez triste parce que c'est pas le club qui m'a vu, qui m'a fait grandir, c'est pas le club avec qui j'ai gagné trois titres de champion de France, donc assez triste. Et je pense que surtout, ça manque un peu d'anciens, des gens qui connaissent vraiment le club d'intérieur. Mais j'ai rien contre les dirigeants actuels, mais je pense que la ville, les supporters et les gens du club aimeraient aussi avoir justement ce visage familier qui connaît vraiment le club de l'intérieur. Et voilà, c'est juste de la tristesse parce que ce club ne mérite pas d'être en Pro B. Mais ça aussi, ça c'est le fruit des mauvais choix. Donc il va falloir s'armer de patience et espérer pour eux qu'ils remontent le plus rapidement possible. Et s'ils cherchent un GM, pour le coup, t'es tout désigné. Non, après voilà, j'avais fait part aussi de mon envie aussi de m'engager auprès du club. Après, j'ai pas eu de retour de leur part, donc peut-être ma candidature ne leur plaisait pas. Donc c'est quelque chose que je respecte, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que ça me rend triste de voir mon club, hein, pour le coup, dans cet état. Ouais. Tu parlais de ton frère Michael, de Boris Dio, d'Arthur Drozdov et de toi. Donc vous étiez les 4 jeunes à qui on a donné des responsabilités avec beaucoup de succès. Boris va partir en NBA. Mike Pietrus, ton frère, donc, va partir en NBA. Arthur, lui, va rester. Et toi, tu vas partir en Espagne. Tu vas rester encore un petit peu à Pau, mais toi, tu ne vas pas aller en NBA. Ouais. Et c'est une question que je me suis toujours posée. C'est quand tu vois tes potes, ton frère, aller en NBA à cette époque-là, toi, tu n'y vas pas. Comment tu le vis? Comment ça se passe pour toi? Ton processus? Non, je le vis très bien parce que pour moi, déjà, je m'estimais super chanceux, même si je crois pas en la chance, je crois beaucoup au travail, d'être où j'étais, quoi. Et c'est vrai que la draft, j'ai connu ce que c'était la draft peut-être 1 an ou 2 ans avant, quoi. Pour moi, c'était bien loin tout ça. Donc, quand ils sont partis, ouais, j'étais déjà très content pour eux, très content pour Boris, mais surtout très content pour mon frère, parce qu'on a grandi ensemble, on est arrivé à Pau ensemble, donc le voir évoluer parmi les très grands joueurs, ça m'a rendu très fier de lui, parce que je sais qu'il a bossé énormément pour arriver jusque-là. Et moi, non, j'étais pas du tout triste pour moi-même, parce que je sais que je me suis donné vraiment les moyens d'être drafté. Après, pour moi, c'était pas une fatalité. Tu t'es inscrit à la draft? Enfin, je me suis pas inscrit, mais c'était l'âge limite. Voilà, ouais, okay. Mon année de draft, donc c'était à 22 ans. Donc du coup, non, j'ai pris plutôt très bien, puisque l'année d'après, on a terminé encore, je crois, champion de France, et je suis parti dans un des plus gros clubs en Europe. Donc voilà, j'ai plutôt pris assez bien, parce que pour moi-même, j'estimais qu'il n'y avait pas qu'une route pour aller en NBA. Flo, tu nous disais que toi, finalement, la NBA, il y avait une forme de logique que tu n'y ailles pas à l'époque. Pourtant, tu avais des stats, tu étais un joueur dominant du championnat de France, de pro à l'époque. Aujourd'hui, on voit quand même des jeunes joueurs français aller en NBA avec pas la moitié, voire le quart des stats que tu faisais toi. Comment tu le vois, ça? Déjà, moi, je pense que déjà le basket a changé, mais je pense que l'erreur que font la plupart de nos jeunes qui partent en NBA, c'est qu'ils partent vraiment trop tôt, quoi. Je pense qu'avant de partir, je me rappelle de Boris, de Mike et même de Nico, les gens. De Tony? Ouais, de Tony. Alors, Tony, je ne compte même pas parce qu'il est au-dessus. Mais c'est vrai que c'est des joueurs qui vraiment dominaient leur championnat. Et je pense que l'expérience qu'ils ont justement à dominer le championnat, avoir des responsabilités dans une équipe, je pense que c'est quelque chose qui les ont aidés justement quand ils sont arrivés à NBA, avec notamment
des Mike quand il arrive à Golden State, de Boris quand il part à Atlanta, c'est des joueurs qui avaient des vraies responsabilités dans des clubs. Aujourd'hui, tu vois des joueurs, déjà, ils sont draftés sur le potentiel, et ça, c'est super, mais ils sont pas prêts à jouer, quoi. Ils sont pas prêts à jouer, ils passent 1 an, 2 ans à découvrir un peu ce que c'est déjà, la NBA, mais surtout, ils sont jamais responsabilisés, pardon. Donc voilà, je pense qu'il faudrait réfléchir aussi, même si j'ai pas de... Penser différemment. Penser différemment, parce que même si je pense aussi à ce côté aussi économique aussi, pour la famille aussi, qui rentre en compte, mais quand tu veux vraiment y aller et vraiment t'imposer, je pense qu'il faut vraiment avoir les outils nécessaires pour y aller, parce que partir là-bas et passer 2 ans en G-League, on sait très bien que la NBA, ça va super vite. Donc voilà, si j'ai un conseil à leur faire passer, c'est vraiment mais d'acquérir le maximum d'expérience et avoir des vraies responsabilités dans un club avant de pouvoir partir. Donc toi, tu restes à Pau, tu vas faire, ou tu vas être encore champion, tu vas partir ensuite en Espagne. Tu vas suivre quand même la carrière de ton frère Mike, qui va l'amener de Golden State, où ils vont faire un upset incroyable face à Dirk Nowitzki, jusqu'au final NBA avec le Magic, où il tape LeBron James en finale de conférence, où il défend sur Kobe Bryant. Comment tu suis ça? Comment tu vis ça de loin? Bah écoute, pour moi, c'était une vraie fierté, quoi. C'était une vraie fierté, autant... parce que je connais le parcours de Mike, et je connais d'où on est sorti. De le voir à la télé défendre contre, pour moi, un des meilleurs joueurs de l'histoire. Pour moi, c'était une vraie fierté, ouais. Une vraie fierté parce que c'était pas gagné d'avance. Et c'est vrai que j'avais l'impression d'être avec lui et lui donner toute ma force, parce que je sais que Mike, son rêve était de jouer et de défendre contre les meilleurs joueurs. Donc c'est une vraie fierté. Moi, j'ai représenté notre nom de famille en Europe, et lui, il a fait un NBA. Et je pense qu'on n'a rien on n'a rien à envier à qui que ce soit. Je pense que notre parcours, il est vraiment exemplaire, parce que, encore une fois, je me répète peut-être, mais d'où on sort, d'où on vient, je pense que on peut être que fier de nous. Mike, c'est la NBA, toi, ça sera l'Espagne et l'Europe. Comment ça se passe en Espagne quand tu y arrives? Est-ce que tu sens un énorme changement par rapport aux méthodes de travail en France? Ouais. Pour moi, ça a été déjà même dans la mentalité. Parce que c'est vrai que... Tu signes à Valence, c'est ça? À Malaga. À Malaga d'abord. Ouais. D'accord. Les 3 ans... Parce que tu en as fait 73 de clubs en Espagne, donc c'est pour ça que je me perds. Non, pas autant. Tu as fait quoi? Malaga, Valence, Vitoria et Estudiantes. Ouais. Donc j'arrive en Espagne, déjà ma mentalité, elle a changé, parce que c'est vrai que nous, les joueurs français, on évolue en France, quand il y a des mauvais résultats, on regarde d'abord les étrangers. Donc voilà, moi, quand je suis arrivé en Espagne, je me suis toujours dit, et si ça se passe mal, c'est moi qu'on va regarder en premier. Donc il fallait que je sois à fond tous les jours à l'entraînement, et encore plus en match. Donc déjà, cette mentalité, elle a changé, parce que tu arrives dans un nouveau club, les gens, ils mettent forcément de l'argent sur toi, donc il faut que tu performes. Donc du coup, ça a été déjà ma mentalité déjà que j'ai eue à Pau. Et c'est vrai que quand je suis arrivé en Espagne, ça a décuplé, parce que j'arrivais dans un club où les résultats, il fallait les avoir de suite. Avec un grand coach comme Sergio Scariolo, des joueurs comme Garbajosa, Pepe Sanchez. Donc voilà, j'arrivais dans un club où il fallait déjà performer, mais surtout avoir une mentalité d'acier. C'est nos meilleurs ennemis, les Espagnols. Tu l'as vécu plus que personne. Tu parles de Sergio Scariolo, qui nous fait des misères, qui est d'ailleurs invaincu face à Vincent Collet. Pourquoi ils sont plus forts que nous? Pourquoi ils sont plus basket que nous, les Espagnols? Je dirais pas plus fort, parce que sur les résultats. Ouais, sur les résultats, parce qu'ils ont quand même une génération dorée, hein, avec les Navarro, les frères Gasol, et Sergio Llull, et Rudy Fernandez et les autres. Rubio. Donc du coup, déjà ça. Et c'est vrai que dans la formation espagnole, ils ont ce côté un peu malice, un peu joueur, qui je trouve qui manque un peu dans notre formation, même s'il n'y a rien à envier aux autres, parce que chaque année, on a des joueurs qui sont draftés. Ça prouve que la formation française, elle fonctionne très bien. Mais ce côté un peu malice, un côté un peu joueur qui manque un peu, parce que quand tu regardes les Espagnols, ils s'amusent en fait. Et moi, j'ai l'impression que notre formation, il n'y a pas ce côté malice. C'est vraiment très, très cadré, et ça laisse très peu de temps, très peu de place à l'improvisation. Donc les Espagnols, ouais, c'est vrai qu'ils improvisent beaucoup, ils essayent
par tous les moyens comment t'avoir. Et ça se sent quand il joue, quoi. Il s'amuse vraiment et c'est plutôt très agréable à les voir jouer. Tu sais, dans le sud-ouest, hein, qu'on connaît très bien tous les deux, un jour j'avais entendu cette phrase qui résume un peu ce que tu dis, c'est en France, on prend des athlètes, on en fait des basketteurs. En Espagne, ils prennent des basketteurs, ils en font des athlètes. Ouais, c'est ça. Et après, peut-être aussi que c'est ce côté aussi physique qui joue. Parce que physiquement, on est au-dessus de la plupart des pays européens. Et c'est vrai qu'eux, ils forment différemment que nous. Ils forment différemment que nous. Ils cherchent un peu plus la malice, un peu plus techniquement, parce qu'ils savent que physiquement, ben, ils ne sont pas encore au-dessus. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faudrait changer, mettre un peu plus ce côté un peu formation, que mettre déjà le physique en avant. Parce qu'à la fin, ouais, le physique, tu peux l'acquérir, mais ce côté malice aussi, il faut l'apprendre dès le plus jeune âge. Il y a la formation, il y a la malice, et en France, on a beaucoup de débats autour des coachs français. En Espagne, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins, qu'il y a des coachs beaucoup plus installés. Tu as eu Scariolo, pour le coup, qui est un exemple, qui est un coach italien, mais qui a fait quasiment toute sa carrière. Sa femme est espagnole, hein. Ouais, sa femme, c'est ça, une ancienne joueuse, donc qui est sélectionneur de l'équipe d'Espagne et qui a eu plein de choses. Parle-nous un petit peu de ce coach-là qui dégage un respect incroyable. Franchement, moi c'est un des coachs qui m'a le plus impressionné. Pas par rapport à ce côté tacticien, parce que c'est un tacticien, mais c'est plutôt ce côté humain. C'est vrai que la chose qui m'a le plus impressionné, c'était quand on était en finale de Coupe du Roi contre les Real Madrid. Ben, les vidéos d'avant-match, c'était pas du basket en fait. Donc tu arrives dans une salle, le gars il te met un film Gladiator. Je pense que tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de voir des images. Et c'est ce côté que j'apprécie chez lui, c'est ce côté de sortir de toi des choses que tu ne soupçonnais pas. Donc il est très basé sur sur la psychologie. Sur la psychologie. Il nous disait, si vous êtes là à Malaga, c'est que vous savez jouer au basket. Moi, ce que je peux vous apporter, c'est plus ce côté psychologique, sortir en vous les choses transcender. Ouais, se transcender. Et c'est vrai que quand tu vois ces équipes, c'est des équipes qui jouent à fond la caisse, quoi. Quand tu vois l'Espagne jouer, même qu'on dit c'est l'Espagne bis, mais c'est l'Espagne bis qui termine champion à chaque fois, quoi. Donc ça veut bien dire que les joueurs, ils sont transcendés quand ils jouent pour lui. Parce qu'il arrive, il a cette capacité à te parler et surtout à cette capacité à sortir le meilleur de ses joueurs. On l'a dit, hein, tu n'es pas allé à NBA, mais par contre, tu vas jouer l'Euroleague pendant des années. On aime à dire, et j'en respecte, que c'est la deuxième meilleure ligue du monde. Parlons un petit peu de ce championnat qui a évolué énormément. Ouais. Mais jouer l'Euroleague, quand on est un joueur de basket aussi, c'est aussi un rêve. Il n'y a pas que la NBA, il y a l'Euroleague, c'est un truc, c'est des salles, c'est des ambiances, c'est un Final Four. Parlons un petit peu de ton expérience, de tes souvenirs d'Euroleague. Ben moi, je garde que des bons souvenirs. C'est vrai que quand tu poses la question à un jeune, il ne te parle pas de l'Euroleague, quoi. Et pour moi, l'Euroleague, ça reste le meilleur basket, je veux dire, au monde. Il ne faut pas se voiler la face. À part les finales NBA, les matchs NBA en pleine saison, bon, si tu tombes sur un bon match, tu as un peu de chance. Mais si tu tombes contre des équipes où ça joue le bas de classement, des 3 Pistons, bon, tu te tires les cheveux, quoi. Donc c'est vrai pas que... les nôtres, hein. Comment? Pas les nôtres de cheveux. Non, moi, j'en ai pas, donc... Non, mais je veux dire que le basket européen, le basket d'Euroleague, c'est vraiment Tous les matchs comptent, déjà. Tous les matchs. Et c'est ce que disait Zeljko Obradovic, qu'en NBA, ils disent, ouais, tous les matchs comptent. Mais ils disaient non. En fait, en Euroleague, c'est toutes les possessions qui comptent. Donc, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de match où on dit, ouais, on va se rattraper le match suivant. Non, c'est pour ça que ça rend l'Euroleague si unique et si compétitive, parce que c'est des joueurs de classe mondiale, hein, des joueurs qui, je pense, qui peuvent jouer en NBA, c'est juste qu'ils n'ont pas l'opportunité de briller. Mais quand tu vois un Mac James en Euroleague, quand tu vois des joueurs qui jouent en Euroleague, tu te dis, waouh, c'est quand même un sacré championnat, quoi, parce que ça joue très, très, très bien au basket. Parmi tous les matchs d'Euroleague que tu as fait, tous les joueurs que tu as vus, qui sait quels sont, on va le faire en pluriel, quels sont les joueurs qui t'ont le plus impressionné? Ou la performance, d'ailleurs, ça aussi, il faudrait que tu me dises après, la performance qui t'a le plus marqué? Individuellement? Un mec, je sais pas, il n'y a pas un mec qui a mis 35, a fait une fin de match, tu t'es dit, waouh. Non, contre moi, jamais. Contre moi, jamais. Après,
le joueur qui m'a impressionné déjà par sa taille, c'est Felipe Reyes. Je pense que c'est pas un joueur très grand, pas un joueur très physique, mais par contre, c'est un joueur Sur ton poste. Hein. ouais, super intelligent, qui sait super bien se placer et qui a cette âme aussi de leader, de gagneur. Donc, lui, il m'a impressionné. Après, il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu Marcus Brown qui m'a impressionné. CSKA Moscou, Maccabi Tel Aviv, CSKA Limoges, Pau. CSKA Limoges, Pau, avec qui j'ai joué à Malaga aussi. Et puis, après les jeunes, ils ne savent pas. J'ai Harolden. Magnifique. J'ai Harolden avec sa vitesse, même Edo Tokoglu avant qu'il parte en NBA, mais Metoko quand ils étaient à FS Pilsen. Donc, c'est des joueurs comme ça. David Andersen aussi. Donc voilà, c'est des joueurs, Grigor Fuchka, quand il était à Fortitudo Boulogne. Donc voilà, c'est des joueurs qui m'ont fait rêver, parce que c'est pour moi, encore une fois, hein, le basket européen, surtout les Final Four, c'est des week-ends de très haut niveau. Donc, Qui marquent une carrière. Ouais, qui marquent vraiment une carrière, même si j'ai jamais gagné l'Euroleague. Mais j'ai joué une Final Four et pour moi, ça restera un des plus beaux souvenirs de ma carrière. Ouais. Pau, l'Espagne, l'Euroleague et évidemment l'équipe de France. Ouais. L'équipe de France. Tu arrives en équipe de France, c'est votre génération, 81-82, qui prenait le pouvoir un petit peu avec Tony Parker. Il y a quand même une compétition où il y a une espèce une passation. Raconte-nous comment ça se passe. Déjà, c'était en 2003, le championnat d'Europe en Suède. On a terminé 5e, on a raté de très peu la qualification pour les JO en 2004. Donc voilà, on est arrivé sous la pointe des pieds, si on peut dire ça comme ça. On a croisé la génération de Mustapha Sonko, Laurent Forest et Laurent Ciara et Alain Digbeu. Donc voilà, c'était un championnat où les jeunes, je ne vais pas dire prendre la place, parce qu'on avait beaucoup de respect pour les anciens, mais on savait que c'était un changement de génération. Donc voilà, ça s'est fait tout naturellement, même si on n'a pas eu les résultats escomptés. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, 2003, parce que 2004, on n'a pas eu de JO, c'est vraiment en 2005 où notre génération a vraiment pris les rênes de l'équipe de France. Donc voilà, on a terminé sur ce championnat d'Europe à Belgrade par une 3e place. Et je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là on a décidé de se consacrer à l'or, quoi. Donc, et l'or, il va arriver en 2011. 2013. Ouais. 2013, pardon. Ouais. 2013. 2011, c'est l'argent avec Joachim Noah. 2013, enfin le champion d'Europe. Avant qu'on revienne sur la finale et sur ce que ça représente le titre, je veux qu'on revienne sur la demi-finale qui est contre l'Espagne. Il n'y a pas Pau Gasol, mais il y a Marc Gasol. Ouais. Et à la mi-temps, il y a ce fameux speech de Tony Parker qui met une soufflante dans les vestiaires. Et toi, en deuxième mi-temps, tu vas défendre sur Marc Gasol et tu vas, de mémoire, j'ai rarement vu Marc Gasol prendre autant de coups sur un match. Non, mais et raconte-nous un petit peu ce duel incroyable. Marc Gasol, tu es à l'époque déjà NBA, un des meilleurs pivots de la ligue. Et toi, tu vas te mettre en mission sur lui. Je veux vraiment que tu nous racontes ce qui s'est passé à ce moment-là. Déjà, pour venir sur le speech de Tony en seconde mi-temps, je pense que très peu le savent. Il n'y a que ceux qui ont vécu la déception en 2005 où on gagnait de 7 points d'avance à 30 secondes de la fin contre la Grèce et on perd sur un tir de Diamantidis. Je pense que cet échange en 2013 où Tony prend la parole, moi je l'ai ressenti comme quelque chose qu'il avait en lui depuis 8 ans en fait. Parce que c'est des mots, je ne vais pas dire choisis, mais tu sentais qu'il avait cette frustration d'avoir perdu en 2005 et ça l'a nourri pendant 8 ans, quoi. Il se disait, on est encore une fois, je pense qu'il a vu cette image de 2005 où il se disait, ouais, on a l'opportunité de gagner et on va encore passer à côté. Donc je pense que ça a été un discours qui nous a réveillés, qui nous a parlé. Et moi surtout, ça m'a dit, ouais, c'est le moment. Parce que je sentais qu'au fond de lui, c'était un truc qui gardait depuis 8 ans en lui. Et puis en deuxième mi-temps, ouais, je pense que toute l'équipe a été transcendée. C'est vrai que j'étais missionné sur... C'est Vincent qui t'envoie sur Marc Gasol ou c'est toi qui dis envoie-le-moi? Non, je pense que c'est à ce moment-là, je pense qu'il y a aussi l'expérience qui parle. Parce que même si
même si Boris et moi, on était les deux postes 4. C'est vrai que sur les matchs compliqués, on jouait tous les deux. Donc, du coup, Boris était sur Victor Claver et moi sur Margasol, même s'il il me sort 8-10 centimètres, je pense que j'avais une telle rage en moi que j'aurais pu jouer 40 minutes encore. Mais c'est vrai que je ressentais aussi, c'était aussi notre dernière opportunité de gagner un championnat d'Europe. Parce que déjà en 2012, j'avais fait j'avais sous-entendu que c'était mon dernier championnat. Et c'est vrai qu'en parlant avec Tony et les autres, ils m'ont convaincu de rester un an de plus. Et voilà, je pense que inconsciemment, à ce moment-là, tu te transcendes. Hein. Tu te transcendes et je pense que ça a été un des plus beaux matchs de l'histoire du basket français parce que vu le scénario à -14 à la mi-temps, le speech de Tony et revenir dans ce match et gagner en prolongation, je pense que c'était le match qui, pour moi, restera gravé dans la mémoire de tout le monde. Oui. Quand la deuxième mi-temps commence, que tu es sur Margasol et que tu l'as dit, tu as cette rage en toi. On sait que le basket, c'est un truc de réduction de distance. Et souvent, c'est toi qui réduis la distance en premier. Raconte-moi un peu vraiment un peu dans le truc de... Parce que vraiment, tout de suite, le premier contact, tu as dit, c'est fini. Non, mais moi, je sais. Hein. Moi, je sais que ces genres de joueurs-là, si tu les laisses avoir la balle, c'est pas possible, en fait. Moi, je sais qu'avec ma petite taille, et même si je fais 2m02... mais bon, lui, il fait 2,12. Ouais, 2,12, 2,13, donc, et en plus, 130 kilos. Donc, je savais que si je le laissais recevoir la balle, c'était pratiquement 2 points. Donc voilà, j'ai essayé au maximum d'anticiper, de le pousser le plus loin possible du panier, mais surtout de le mettre dans un spot inconfortable pour lui. Donc voilà, c'était par des poussettes, par des... du vice, beaucoup de vice. Ouais, beaucoup de vice, ouais, parce que je sais que c'est un joueur qui est super talentueux, mais qui n'aime pas trop le contact, à l'image à l'image de l'équipe espagnole. C'est des joueurs super talentueux, mais par contre, quand ils les touchent, c'est plus pareil, quoi. Donc voilà, je savais que Margasol, ça passait par là. Il s'est vite retourné vers les arbitres, et ça fait partie aussi du jeu, c'est que les arbitres, ils ont dit... des fois, ils vont siffler, ils vont dire « Ah, là, on laisse pas jouer », et des fois, là, ils ont laissé jouer. Ouais, mais justement, et là, quand tu te dis « Ouh, là, il laisse jouer, ouais, c'est bon, je vais gagner ». Justement, j'attendais ça. J'attendais le moment où il allait se plaindre, parce que je sais que le moment où il se plaint, c'est que je rentre dans sa tête. Et je sais qu'à partir de ce moment-là, j'ai l'ascendant psychologique sur lui. Et j'appuie encore plus, quoi. Je me rappelle du rebond et un coup de coude qui part, mais c'est un coup de coude involontaire. Mais je sais que ça aussi, même si c'est involontaire, c'est quelque chose qu'il a marqué. Qu'il a marqué, et je pense que ça a marqué toute l'équipe d'Espagne parce que on était vraiment en mission. Et voilà, je pense que c'est nécessaire aussi, des fois, quand il y a des jours sans, savoir gagner des matchs avec nos armes. Et ce jour-là, c'était dans le combat. Et je pense que de cette bataille-là, on l'a gagné. Finalement, c'est quasiment la finale, parce que c'est une demi-finale. Après, c'est la Lituanie. Ouais. Personne n'imagine que vous allez perdre contre les Lituaniens, sans leur faire offense. Tu commences en équipe de France en 2003, tu es champion d'Europe 10 ans plus tard. Après, ouais. J'imagine qu'il y a de la joie, évidemment, mais il y a... Moi, je me souviens, les visages que vous aviez, notamment, je pense à toi, Boris, Tony, l'émotion que ça a dû faire, parce que, tu le dis, il y en a eu des déceptions avec cette équipe de France-là. Ouais, c'est du soulagement. Du soulagement, ça nous a pris 8 ans avant de connaître la joie d'être champion d'Europe. Je pense que cette génération le méritait, parce que c'est des joueurs que chaque été, on venait en équipe de France, on faisait des saisons avec nos clubs, et 2-3 semaines après, on partait avec l'équipe de France. Et ce que les gens, ils ont tendance à oublier, c'est que quand tu viens en équipe de France, tu viens pas pour l'argent, en fait. Tu viens parce que tu aimes le maillot de l'équipe de France. Et je pense qu'on devrait plus respecter les choix des joueurs quand ils décident un été de ne pas venir en équipe de France, parce qu'ils viennent, ils mettent aussi leur contrat aussi en péril. Donc respecter aussi ces joueurs-là, parce que c'est pas facile de venir chaque été en équipe de France, mais ils viennent parce qu'ils ont l'amour du maillot. Et je pense que nos joueurs, on devrait plus respecter aussi ce côté, ils viennent
parce qu'ils aiment l'équipe de France, ils ont envie de gagner avec l'équipe de France. Donc, on venait chaque été parce qu'on avait aussi cette envie de faire briller l'équipe de France et aussi ouais, porter fièrement les couleurs de la France. Et c'est pour ça, chaque été, on était présent. C'était aussi promis de toujours être présent si les conditions physiques le permettaient. Donc voilà, c'était une belle aventure en équipe de France. Tu parles de belle aventure. Est-ce que tu as des regrets, tu as des choses qui te sont restées un petit peu en travers sur ton parcours en équipe de France, des matchs, des scénarios Non, déjà, moi, je ne suis pas du genre à voir les choses négativement. Je sais qu'il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Et je pense que si on n'avait pas déjà vécu cette déception en 2005, on n'aurait jamais pu gagner en 2013. Ça, c'est impossible. Donc voilà, dans chaque été, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle compétition. Donc voilà, on ne peut jamais prédire ce qui va se passer. Mais par contre, on peut décider aussi de faire des échecs une force. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Ça a pris peut-être le temps qu'il a fallu. Mais en 2013, on a su concrétiser tout ça. Et voilà, moi, perso, je suis très fier du parcours qu'on a eu en équipe de France. Même si certains pensent qu'on aurait pu faire mieux, peut-être. C'est ma prochaine question. Alors, cette question, elle est pas simple parce que vous nous avez régalé. On vous a suivi dans toutes ces périodes-là. Il y a peut-être si on peut mettre une petite ombre, c'est peut-être les Jeux Olympiques. Vous ratez 2 qualifications. Il y a Londres et puis toi, Rio, t'es plus là déjà. Ouais, t'es à Rio. Ouais. Rio, c'est quand même. Là, pour le coup, on est aussi sur une fin de cycle. Ouais, fin de cycle, ouais. Est-ce que cette génération-là, la génération Tony Parker, avec donc un titre de champion d'Europe, pas mal de médailles, de bronze, d'argent, est-ce que vous auriez pu faire mieux? Honnêtement, je pense pas. Je pense que déjà en 2013, on arrivait vraiment à notre maximum. Beaucoup disent que la meilleure équipe de France, c'est 2011 avec Joachim Noah. Ouais, mais l'effectif, hein. Ouais, encore une fois, on affrontait quand même l'Espagne en finale, quoi. Donc ça, il faut pas oublier avec tous les frères Gasol, Navarro, tout ça. Donc je pense je pense pas qu'on aurait pu faire mieux parce qu'on n'avait pas de pivot dominant, on n'avait pas des joueurs qu'ils ont à l'équipe de France maintenant, quoi. Je pense que si on repart 10 ans en arrière avec les joueurs actuels, bien sûr, on aurait gagné beaucoup plus de titres. Mais je pense qu'on a fait notre maximum. En tout cas, tous les joueurs qui venaient en équipe de France ont fait vraiment le maximum pour avoir le meilleur résultat possible. Tu parles de l'équipe de France chaque été. Cet été, il va y avoir aussi un énorme challenge pour l'équipe de France avec les Jeux Olympiques. Tu as raison, en ce moment, l'équipe de France a des pivots dominants. On pense à Rudy Gobert, évidemment. On pense à Vincent Poirier en Euroleague qui a Mathias Le Sort. Et on pense évidemment aussi à Victor Wembanyama. Ils ont des pivots, on en parlera tout à l'heure. Ils n'ont pas de meneur, par contre. Ça, c'est un gros problème. Je pense que pour moi, ce sera vraiment un plaisir de revoir Thomas Hurtel en équipe de France parce que c'est vraiment un joueur qui aime le maillot français, qui aime les couleurs de l'équipe de France. Donc voilà, ne pas avoir Thomas Hurtel en équipe de France, ce sera vraiment du gâchis. Tu crois qu'il peut revenir ? Avec ce qui s'est passé, avec les déclarations qu'il a eues, même s'il a mis du temps à les dire, avec les sorties qu'il a faites, pour donner sa version. Après, moi, je te dis ce que j'aimerais. Après, ce que les dirigeants et l'entraîneur va décider, ça leur appartient. Mais c'est vrai que un joueur comme Thomas Hurtel, il pourrait vraiment intégrer l'équipe de France. Après, c'est pas moi qui prends les décisions et moi, je suis personne pour décider à leur place. Je te dis juste... si j'avais à confectionner une équipe, et en enlevant toutes les choses qui se sont dites autour, Thomas Hurtel aurait eu sa place. Ouais. Comment tu la vois, cette équipe de France, pour les Jeux là? Ils sont vice-champions olympiques, on le rappelle. Et puis il y a surtout Victor qui a fait des matchs l'année dernière sur des fenêtres. Mais là, ça va être les grands débuts de Victor dans une compétition internationale avec les Bleus. Forcément, ça va changer forcément un petit peu la physionomie de cette équipe. La physionomie, oui. Après, il ne faut pas oublier que la déception de l'été dernier, je pense que la première chose à faire, c'est de remettre tout à plat, voir ce qui n'a pas marché, l'été dernier, essayer de rectifier la mire, parce que forcément, cette année, il y aura encore plus de pression. C'est les JO à domicile, donc on sait très bien évoluer à domicile, c'est jamais facile. Même si l'équipe de France
à des joueurs, à des joueurs pour ça. Il y a notamment Victor qui va faire sa première grande compétition. Donc il y a beaucoup d'espoir, mais à condition d'avoir bien analysé ce qui n'allait pas et vraiment essayer de mettre toutes les chances de leur côté. Moi, je suis confiant parce que vu les joueurs et vu l'engouement qu'il y aura derrière cette équipe-là, je sais qu'ils ont la capacité et surtout les moyens d'aller jusqu'au bout. Il y a un truc qui fait fantasmer cet été en équipe de France, c'est Victor avec Rudy. Tu les vois jouer ensemble, toi? Moi, je les vois jouer ensemble. Et comment, surtout? Comment? Parce que, bon, déjà, Victor, je pense qu'il peut évoluer sur les deux postes assez facilement. Il est assez mobile pour pouvoir défendre sur un poste 4 et assez grand pour pouvoir aussi défendre sur un poste 5. Donc voilà, je pense qu'il va falloir trouver la bonne combinaison au bon moment afin de les mettre le maximum de temps sur le terrain. Ça, c'est encore une fois, ce sera le job du coach de l'équipe de France. Après, je pense que l'erreur à ne pas faire, après, ça reste que mon avis, hein. C'est de penser que l'arrivée de Victor va régler tous les problèmes. Et je pense que ce serait déjà bête de lui mettre cette pression sur ses épaules, même si je pense qu'il peut entièrement assumer cette responsabilité, mais surtout par rapport aux joueurs qui sont là depuis très longtemps aussi. Donc je pense qu'il va falloir trouver une alchimie où Victor se fond vraiment dans la masse, tout en sachant que c'est vraiment la tête d'affiche, mais je pense que c'est un joueur assez intelligent, capable d'être aussi au service de l'équipe de France. Cet été et l'année prochaine, tout le monde sait que ce sera son équipe. Mais cette année, ouais, c'est vraiment une équipe, une année où l'équipe de France ne peut pas se louper. On va rester sur Victor, son année rookie en NBA, là, t'arrives à être bluffé encore par ce qu'il fait, ou pour toi, c'est juste, il suit son chemin, il est trop fort, il est amené à aller tout là-haut. Honnêtement, je suis même pas bluffé, en fait. Pour moi, c'est normal ce qu'il fait. Parce que vu son talent, pour moi, c'est normal. Même si les gens ils pensaient qu'il allait avoir des difficultés physiques à s'intégrer, mais je trouve que son adaptation se fait plutôt très bien même. Je suis même, je dirais pas étonné, mais même très content de le voir fermer quelques bouches. Ouais. Parce qu'il y avait des sceptiques à dire oui, mais lui, non, lui, il est rien du tout. Il y a des joueurs qui sont nés dans le berceau où lui, il est né dans le basket, quoi. Quand tu le vois jouer, il pue le basket et je pense qu'il n'est même pas encore à 50% de ses possibilités. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de le voir jouer, c'est un vrai plaisir de le voir s'adapter, mais surtout, quand je regarde de l'extérieur, tu vois que c'est un joueur qui a déjà la tête très posée sur les épaules. Florent, j'aimerais qu'on termine cette interview avec un dernier aspect des sportifs de haut niveau qui fait énormément parler, c'est l'aspect financier. En NBA, on voit des contrats, des millions d'euros, enfin de dollars qui tombent comme ça. Quand on est un grand basketteur qui a fait une grande carrière européenne comme toi, parce que les gens peut-être ne se rendent pas compte, souvent on me dit, mais en NBA on sait, mais est-ce qu'en France les gens vivent bien du basket ou est-ce qu'en Europe on vit bien? Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est un basketteur international français, qu'on joue en Espagne et dans des grands clubs? Après, tout est relatif, hein. Tout dépend ce que tu entends parler par est-ce qu'on gagne bien notre vie. Oui. Aujourd'hui, par exemple, tu peux pas te dire j'arrête de bosser. Est-ce que tu peux te dire aujourd'hui, à 43 ans, est-ce que j'arrête de bosser? Je pourrais me dire ça, mais en même temps, je ne dis pas que tu en as envie. Je sais qu'on n'a pas envie. J'ai pas envie de me dire ça parce que Dieu merci, j'ai bien gagné ma vie. Surtout, Dieu merci, j'ai bien investi. J'ai pas fait n'importe quoi parce que d'où je viens, j'aurais pas pu me permettre de faire n'importe quoi parce que je sais aussi la valeur de l'argent. Après, non, j'ai pas non plus envie de rester vivre comme ça. J'ai envie de donner du sens à ce que j'ai envie de faire, d'être impliqué aussi dans des projets, de me sentir aussi utile dans quelque chose. Mais ouais, un basketteur gagne bien sa vie, ouais, qui évolue en France. On va dire, c'est pas des sommes non plus astronomiques. Donc on peut pas se dire, quand tu fais une carrière en France, tu peux vivre sur tes acquis. Mais quand tu joues en Europe, ouais, tu as le temps quand même de voir venir les choses, sans non plus exagérer et voyager en jet non plus, hein. Je pense que si tu as une vie plutôt correcte, je pense qu'on est quand même assez chanceux
d'avoir cette vie-là. Ouais. On en revient quand même toujours à cette gestion de l'argent et de l'anticipation aussi, de ne pas faire n'importe quoi, de bien mettre les choses à droite et à gauche. Oui, parce que tu disais NBA, oui, mais en NBA, il y a une statistique, 5 ans après la carrière d'un joueur, il se retrouve sans rien. Donc, beaucoup de gens, il y a un pourcentage très élevé de gens qui sont donc, plus à trouver le mot français. Ruiné, merci. Ruiné, donc voilà, tout est relatif, tout dépend de chacun, sa perception à l'argent. Et c'est vrai que plus tu gagnes de l'argent, plus ton niveau de vie aussi augmente. Donc voilà, je pense que c'est vraiment au bon vouloir de chacun. Encore une fois, on n'est pas non plus à plaindre. Si tu fais les choses intelligemment, tu peux attendre de trouver un nouveau projet. C'est quoi la prochaine étape dans la vie de Florent Pietrus? Justement, je parlais de projet, c'est de trouver un projet où je me sentirais vraiment épanoui, même si je sais que je ne rencontrerai jamais ce que j'ai vécu quand j'étais sur le terrain, mais un projet où je me sens vraiment investi, qui a du sens pour moi, un projet où je donnerai de mon temps pour voir ce projet grandir et vraiment atteindre aussi les objectifs. Donc voilà, ça reste... j'espère que ça restera dans le milieu du basket, même si j'ai d'autres projets en tête que j'ai aussi envie d'explorer, parce que j'ai été basketteur, mais j'ai aussi d'autres envies, j'ai aussi d'autres sensibilités sur d'autres projets, d'autres choses que j'ai envie aussi de faire dans ma vie. Donc voilà, aujourd'hui j'ai du temps, donc j'ai exploré toutes les options qui s'offrent à moi. Que on peut en tout cas te retrouver à la tête d'un club, à la vision en tout cas d'un club français ou espagnol. C'est du temps qu'à jouer longtemps là-bas, tu te verrais aussi, pourquoi pas, tenter une aventure dans un club espagnol? Oui, bien sûr, mais je parle couramment espagnol, donc ça, il y a aucun souci. Mais c'est vrai que de base, je voulais aussi redonner au basket français ce que moi j'ai reçu. Donc voilà, mais si demain je dois aller à l'étranger et dans un projet étranger, oui, je suis ouvert à tout. Je suis ouvert vraiment à tout, je ne suis pas fermé à tout. Donc d'ailleurs, je pars récemment à Valence pour voir comment il fonctionne aussi de l'intérieur. Parce que quand tu es joueur, quand tu arrives dans la salle, tu mets tes chaussures, tu rentres sur le terrain. Mais quand tu es un dirigeant, tu dois savoir aussi comment fonctionne un club de l'intérieur. Et moi, comme je suis quelqu'un de très curieux, je vais voir comment travaille Valence. Je vais voir aussi comment travaille Malaga pour voir pourquoi ces clubs-là réussissent. Et pouvoir me former moi-même, et quand demain j'aurai un poste, j'aurai déjà des outils et des choses en tête pour pouvoir mettre en place. Toujours un coup d'avance, Florent. Il faut pas rester sur ses acquis. Je pense que, comme j'ai dit, je suis quelqu'un de très curieux, je suis avide d'apprendre beaucoup de choses, donc voilà. Maintenant j'ai du temps, donc je mets vraiment mon temps à profit et essayer de me former au maximum. Tu parles mieux anglais ou espagnol? Écoute, je parle mieux espagnol. C'est vrai que quand je fais des traductions, je traduis d'abord en espagnol dans ma tête. Donc voilà, je pense que je suis vraiment prêt, parce que les 3 langues, je les maîtrise à la perfection, et tout ça grâce au basket. Donc voilà, aujourd'hui, c'est aussi mon souhait de pouvoir redonner au basket ce que moi j'ai reçu grâce au basket, parce que je n'étais pas très scolaire, et même si j'encourage les jeunes à travailler à l'école, mais c'est vrai que le basket m'a appris à parler 3 langues, quoi. Rien que ça. Muchas gracias, Florent Pietrus, c'était un plaisir. De nada, hombre. Tu m'as régalé. Muchas gracias.